Donc bonjour à toutes et tous. Merci d'être présents et présentes ici et à distance, puisque nous avons lancé notre vidéo à distance qui prend la forme d'un Facebook Live pour cet après-midi. Donc cet après-midi sera animé à plusieurs voix, mais avec Thomas, nous avons le plaisir de l'ouvrir par quelques mots d'introduction pour vous présenter le cadre et le déroulé de cet après-midi. Je vais commencer par vous présenter ou vous représenter les ateliers Travail et démocratie. Ils ont été créés en 2019 autour d'une idée, d'un constat partagé. Le travail, dans sa complexité et sa centralité, n'est pas assez, voire pas du tout pris en compte par les pouvoirs politiques, en incluant les organisations syndicales. Réunis en AG en 2022, nous avons affirmé un cap, promouvoir la démocratisation du travail comme une question politique urgente. Un collectif s'est alors constitué, un collectif pluriel de syndicalistes de différentes organisations syndicales, de chercheurs et de chercheuses de différentes disciplines, mais aussi d'intervenants et d'intervenantes en santé au travail, en formation, en organisation et enfin des citoyennes et des citoyens. Bien qu'hétéroclites, deux fondements nous rassemblent. D'abord, une conviction forte. Le travail est une grande question politique qu'il faut porter dans le débat public. Ensuite, une volonté, celle de soutenir, éclairer et rendre visibles toutes les initiatives déjà là qui visent à démocratiser le travail. À travers ces deux fondements, il s'agit de rendre visibles celles et ceux qui font le travail, les faire entendre parce qu'ils sont, ils et elles, trop souvent niés, voire méprisés. Cela a pris plusieurs formes depuis le lancement des ateliers, le lancement de ce collectif, des ateliers thématiques, des écrits, des tribunes, et aujourd'hui se manifeste pour une démocratie du travail que vous pouvez retrouver en version papier juste en bas de notre estrade. Donc quelques mots sur la construction de ce manifeste. Les rencontres initiées depuis le lancement ont fait apparaître un besoin central quand on s'intéresse au travail réel, celui de se mettre d'accord sur ce qu'on entend par le travail réel, avant de se poser la question du pourquoi et du comment démocratiser. C'est dans cet esprit qu'un dialogue des savoirs, au sens de l'ergologie, s'est mis en place. Il a pris la forme d'une écriture collective autour d'enjeux partagés. Une forme de troisième pôle, pour continuer ma référence à l'ergologie, qui permet la construction de connaissances nouvelles, une même visée, un monde commun à construire qui est fondé sur 5 raisons majeures. La première raison, la dignité des personnes au travail. Une exigence démocratique aussi dans une société qui se dit démocratique. La santé, car vous le savez, les atteintes sont nombreuses et croissantes et relèvent désormais d'un véritable enjeu de santé publique. Une raison d'action écologique et enfin une raison politique sur laquelle Thomas reviendra. Un dernier mot sur la construction de ce manifeste qui a constitué en lui-même un exercice démocratique. En effet, il a été écrit collectivement, en premier lieu par l'équipe d'animation des ATD, 7 femmes et 12 hommes d'horizons divers dont vous retrouverez les noms dans le manifeste. Une première version de chaque chapitre a été écrite, puis discutée dans des réunions ouvertes, chapitre après chapitre. 5 réunions pour les 5 chapitres tout au long de l'année 2025, avec un lancement à l'occasion de l'Assemblée générale de décembre 2024. Je laisse maintenant la parole à Thomas sur le déroulé de la journée. Oui, donc on vous propose un programme organisé autour de 2 tables rondes où nous avons invité des discutants et surtout des discutantes pour réagir par rapport au texte qu'on leur avait envoyé quelques semaines à l'avance, qui vont répondre chacune et chacun à 2 questions. Qu'est-ce qui vous a intéressé dans ce manifeste et en quoi ça peut éventuellement vous amener à modifier ou pas vos perspectives d'action et d'intervention. Donc dans la première table ronde, les personnes sont déjà à la table. Pour ne pas perdre de temps, on les présentera tout de suite. Et dans la deuxième table ronde, nous attendons Dominique Méda, Caroline Chevet, Mireille Stivala, Julien Talpin. Aurélien, tu animeras donc la première table ronde. Donc juste un mot par rapport à cet enjeu politique de la question du travail aujourd'hui. On assiste un peu sidéré à la montée
du fascisme dans notre pays et dans beaucoup d'autres. Cette montée a évidemment plusieurs causes, mais l'une d'entre elles, importante nous semble-t-il, est l'isolement et le mépris dans lequel vivent beaucoup de travailleuses et de travailleurs soumis au management néolibéral autoritaire. De plus en plus nombreux sont les travaux en sciences sociales qui montrent que cette montée de l'extrême droite provient vraiment en partie de cette organisation du travail autoritaire, de l'écrasement, ce qu'on a appelé dans le manifeste l'écrasement du travail vivant, par le travail mort, hein. Et le silence imposé aux travailleuses et aux travailleurs sur ce qui est vraiment important pour elles et pour eux dans leur travail, et sur la façon dont, par leur travail, elles peuvent contribuer ou non au bien commun et à la vie. Beaucoup de syndicalistes, de militants associatifs et écologistes, d'initiatives solidaires dans les territoires s'insurgent contre ce silence et cet écrasement par leurs enquêtes, leurs luttes, leurs initiatives, leur vitalité créative. C'est ce que nous appelons la démocratisation du travail. On essaie de décrire ça dans le manifeste, et c'est au service de cette démocratisation que nous avons rédigé ce texte, dans l'espoir d'épauler les acteurs et les actrices de ces mouvements et d'amplifier le débat dans la société sur la nécessaire refondation de la démocratie à partir du travail. Voilà, donc là, Aurélien, tu enchaînes sur la présentation. Alors, je prends 5 minutes, de toute façon, même pas, parce que, en effet, on va laisser surtout parler les intervenants et la salle. Donc, juste pour dire la façon dont ça va se passer, en effet, comme l'a dit Thomas, on va poser 2 questions principalement. Sur chaque question, les intervenants vont pouvoir parler pendant 5 minutes, c'est strict, et les intervenantes surtout. Et après, on fera un tour de questions et d'intervention de la salle. Et puis la deuxième question, à nouveau 5 minutes et un tour d'intervention de la salle. Donc sur cette table ronde, nous recevons Geneviève Azam, qui est de la revue Les Terrestres, qui traite beaucoup ces questions de démocratie au travail. Nous avons également Lina Cardena de l'Union syndicale solidaire. Ensuite, nous avons Sabine Fortino, qui est sociologue. Sabine, pardon, qui est tout au fond. Pardon, je ne suis pas dans l'ordre. Qui est sociologue et qui traite également ces questions-là. Nous avons Isabelle Mercier, du coup, je reviens, de la CFDT. Et ensuite, nous avons Joël Zask, philosophe, qui traite des questions de démocratie du vivant en général, et donc il va pouvoir nous parler de tout ça. Donc la première question vraiment, c'était qu'est-ce qui vous a interpellé dans ce manifeste ? Qu'est-ce qu'on pourrait faire avancer avec ce manifeste selon vous et par votre travail ? Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Pour cet échange et pour ce travail collectif du manifeste, je mets mon petit chronomètre, qui est vraiment un support précieux pour lancer le débat sur le travail et en même temps nous questionner sur nos pratiques syndicales. Donc déjà un mot sur le fait que à la lecture du manifeste pour Solidaire, il est assez facile d'affirmer que nous adhérons à la démarche d'aller questionner les salariés, de comprendre les enjeux du travail, leur investissement, ce qui leur plaît dans l'activité, les contradictions dans lesquelles les salariés se retrouvent, d'aller chercher ce travail empêché. Comprendre que ce travail est vivant et que leur activité dépasse largement la prescription est aussi pour nous quelque chose de très important et on le travaille dans des formations syndicales. Vous l'avez très bien dit, page 7 du manifeste, que cette activité, lorsqu'elle n'est pas bridée ou empêchée, permet alors à la personne de viser une réalisation pleine et entière dans son travail. Elle se déploie comme un travail vivant, donc en opposition aux questions de prescription. Ça, c'est une première remarque. Un deuxième élément qui a pu peut-être surprendre, on va dire comme ça, à la lecture, c'est le besoin pour nous aujourd'hui d'avoir une critique beaucoup plus radicale du capitalisme et de la violence du patronat, mais pas une critique déconnectée de la réalité du travail des salariés ou de l'activité syndicale, mais une critique qui revienne sur les organisations du travail qui détruisent les collectifs, qui externalisent, ce qui pose par exemple la question de la sous-traitance,
qui génèrent des rapports de domination violente, de classe, de race, de sexe, et auxquels, évidemment, en tant que militants syndicaux, nous devons nous intéresser et élaborer des stratégies pour recréer du collectif. Ça peut aussi nous interroger dans quel est le rôle de nos structures syndicales interprofessionnelles, quelle place on leur donne pour recréer ces collectifs. Donc, en lien avec cette idée de violence du capitalisme qui détruit les collectifs de travail, il nous semble important de revenir aussi sur la répression des employeurs sur nos lieux de travail. Ça a été dit dans le manifeste sur la question du néolibéralisme, du capitalisme, mais aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que quand les militants syndicaux bougent des cadres institués, la réponse est très violente en face. Et donc, ça nous questionne sur l'institutionnalisation, on pourra en discuter, du syndicalisme. Et donc, il nous semble important de garder en tête que les enquêtes que nous réalisons ne se font pas dans l'objectif de convaincre l'employeur. Et ça a été aussi dit, page 26 du manifeste, sur les enquêtes conjointes et la libération de la parole quand l'employeur est présent ou n'est pas présent. Ce n'est pas la même chose quand on réalise des enquêtes sans nos employeurs. Donc, l'objectif de ces enquêtes, c'est de mobiliser les salariés, de créer un rapport de force, évidemment, et pour imposer la transformation des conditions de travail. Très rapidement, pour finir un peu, quand on sort du cadre et qu'on veut faire bouger les choses, je disais, la réaction du patron peut être très violente. Et moi, je voulais illustrer ce propos par un exemple très récent d'une équipe dans la santé, une nouvelle équipe qui a participé à une formation enquête syndicale, la Solidaire, et qui réalise une enquête sur les conditions de travail en dehors des enquêtes institutionnelles. Les syndicalistes vont avoir pas mal de retours des salariés et vont faire un rapport elles veulent présenter dans une réunion du CSE. Et la réaction de l'employeur est extrêmement violente, on peut dire, pour justement empêcher cette sortie de l'institution. Et je vous lis une partie de la lettre de l'employeur. Comme je l'ai indiqué à la commission SSCT, il est particulièrement surprenant et préoccupant qu'un membre élu puisse décider seul de conduire une enquête interne sans respecter les cadres de fonctionnement en place. Nous vous rappelons que l'enquête agit selon un fonctionnement paritaire qui garantit l'impartialité des démarches et veille à la qualité ainsi qu'à la fiabilité des investigations menées. L'enquête a été effectuée hors du cadre légal, sans échange avec l'employeur, alors que c'est un prérequis et ce qui permet à l'enquête de produire des effets. Afin de restaurer un cadre de travail rigoureux, nous avons proposé lors du dernier CSE que la CSSCT reprenne entièrement ce dossier en main. Je finis rapidement par dire que, évidemment, là on voit que quand ça bouge, ça crée une crainte de direction. L'équipe a pu réagir avec l'aide du solidaire local pour répondre à cette direction qui essaye de limiter l'action syndicale au champ institutionnel. Et c'est ça la réaction quand les militants réfléchissent à comment désinstitutionnaliser l'action syndicale. Et je pense que ce manifeste pose cette question. Et le but dans cette expérience est d'empêcher la libération de la parole, la mobilisation des salariés et d'imposer la présence de l'employeur pour imposer une subordination, c'est un autre élément important, aux représentants du personnel qui n'a pas lieu d'être. Et pour finir, juste dire qu'on voit très bien que la santé n'est pas quelque chose de neutre et que quand on la prend en main, on voit aussi que c'est une question de rapport de force. Voilà, merci beaucoup. Bon, alors moi, je remercie d'abord les ateliers du travail démocratie de l'invitation. J'ai essayé j'ai été la bonne élève, de répondre vraiment à la question. Et le passage qui m'a le plus interpellée, j'ai été obligée de choisir, c'est politiser le travail reproductif. C'est ce passage-là qui est plutôt dans la seconde partie du manifeste. D'abord, une question un peu provocatrice. Politiser le travail reproductif, qui politise ? D'où vient la politisation ?
Donc c'est la première question. Et je voudrais revenir rapidement sur la séparation entre travail productif, qui est très traditionnelle, hein, la séparation entre travail productif et travail reproductif, et qui a une influence, à mon sens, sur le sens et la dignité du travail. Et j'ai été interpellée par le sens assez restrictif donné dans le manifeste au travail reproductif, qui est limité au travail de la femme au foyer. Alors que je pense qu'il faut envisager autrement, je pense, et nous pensons, nous sommes nombreuses et nombreux à penser qu'il faut envisager ce qu'on appelle le travail reproductif de manière plus large. Donc cette vision traditionnelle, c'était le travail productif, qui est le travail qui a été plutôt représenté par les hommes, même si les femmes sont conviées à ce travail productif. Et le travail reproductif, hein, c'est le travail de la femme au foyer. C'est une création du 19e siècle, la femme au foyer. Donc plutôt de l'ordre des compétences naturelles, entre guillemets, des femmes qui sont femmes au foyer. Et donc, finalement, une espèce de complémentarité qui a été pensée dans la vision traditionnelle entre travail productif et travail reproductif, c'est-à-dire qu'il s'agit simplement de la reproduction de la production. Et donc, ils n'ont pas du tout une interrogation sur ce schéma. Donc, il s'agit, la production reste le centre, la base de la société, et donc le travail reproductif, c'est la reproduction de la base économique et sociale de la société. Alors c'est ça qui pose aujourd'hui problème et qui, je pense, engendre beaucoup de questions sur le sens et la dignité du travail, pas seulement pour les femmes, hein, pour l'ensemble des salariés. Alors je vais essayer d'aller vite. Donc il y a deux apports qui sont pour moi extrêmement fondamentaux et qui viennent des théories féministes, mais qui ne sont pas féministes dans le sens où ce sont des propos qui s'adresseraient uniquement aux femmes, mais qui sont des propos qui, à partir du féminisme, pensent la globalité des choses. C'est les rapports de ce qu'on a appelé, je vais aller très vite, hein, toute l'école de la subsistance, le féminisme de la subsistance, c'est-à-dire la subsistance, c'est la reproduction des processus naturels et sociaux de la vie, pas de la production, de la vie. De la vie et du vivant, donc du vivant humain et non humain, et autre qu'humain d'ailleurs. Bon. Et dans cette reproduction des processus naturels et sociaux de la vie, il y a eu une réduction capitaliste, industrialiste, ou je ne sais pas, de la femme au foyer qui représente précisément, qui représenterait cette totalité de la reproduction de la vie sociale à travers le travail domestique. Et en particulier, je pense à des chercheuses allemandes qui sont regroupées autour d'une école, elles sont assez nombreuses, Maria Mies, qui font partie d'une école qui s'appelle l'école de Bielefeld, qui est reprise en France par Geneviève Pruvot. J'ai vu qu'elle est citée, Geneviève Pruvot, dans le manifeste, et où il y a l'idée que, précisément, ces tâches de reproduction de la vie, ce sont toutes les tâches, finalement, qui sont subordonnées à l'ordre productif. Mais ce n'est pas simplement le travail domestique et ce n'est pas simplement le travail non payé. Il y a une part du travail payé salarié qui est aussi de l'ordre du reproductif. C'est les paysans qui ne sont pas dans le manifeste d'ailleurs. C'est tout le travail des paysans, tous les travaux liés à l'entretien, l'hygiène, le soin, la réparation, le recyclage, bon, etc., etc. Et ce sont des activités qui tirent leur sens et leur dignité, qui sont dévalorisées comme appartenant à la nécessité finalement et qui seraient vraiment contradictoires avec l'émancipation parce que ce seraient des travaux dominés par essence, etc., qui sont considérés aujourd'hui comme des produits de première nécessité, qui produisent des produits véritablement de première nécessité, c'est-à-dire c'est la colonne vertébrale de la société. Et donc, dans ce cadre-là, les femmes ne sont pas les victimes passives qui demanderait l'égalité des droits dans le système productif tel qu'il est, mais justement, il y a une subversion de cet ordre-là. Il y a une sorte de retournement du stigmate par prise de conscience que, bien sûr, ce sont des activités exploitées, mais ce sont des activités absolument essentielles qui renversent les priorités de l'ordre productif, c'est-à-dire ce qui est premier, c'est l'ordre reproductif.
et non pas l'ordre productif et la reproduction qui viennent, bon, tout ce qu'on veut. Et quand elle parle de la subsistance, c'est pas simplement de la subsistance matérielle, du sens de alimentation, etc. C'est ça, bien sûr, aussi, c'est très important, mais c'est toute la subsistance culturelle aussi, éducative, etc. Et la deuxième chose, je vais très vite, qui m'a inspiré, c'est les travaux d'Emily H. sur la génération. Les travaux aussi d'une féministe américaine qui s'appelle Bell Hooks, qui a écrit un livre très beau qui s'appelle « De la marge au centre », précisément, et qui compare le paradigme de la production dans lequel nous sommes et le paradigme de la génération. Dans le paradigme de la production, on considère que le monde est déjà là, il est déjà donné. Bon, bref, je ne vais pas rentrer dans tout ça. Le monde est déjà créé. Il est créé, et notre tâche, c'est de le transformer, de l'améliorer. C'est le paradigme de la production, par la production. Et donc, elle l'oppose au paradigme de la génération, c'est-à-dire que tous les travaux reproductifs ne sont pas là pour reproduire la reproduction, enfin, pour reproduire la production, pour permettre la production, et pour permettre la vie. Le monde et la vie ne sont pas des données. Ils doivent être en permanence régénérés, ne sont pas créés une fois pour toutes, et dans l'ordre de la production, on devrait simplement améliorer ou transformer. Non, ils sont à générer, à régénérer, à réengendrer tout le temps, et c'est un travail continu. Et donc toutes les tâches, le travail de réengendrement d'un monde, voilà ce qui rejoint un petit peu les activités de la subsistance et qui élargit la sphère de ce qu'on appelle en général le reproductif. Je laisse la parole à... Vas-y, Sophie. Absolument. Oui, donc bonjour, je suis Sabine Fortineau, je suis sociologue du travail et je suis universitaire à Nanterre, l'université de Nanterre. Voilà. Donc à cette même question, qu'est-ce qui m'a surpris, stimulé, intéressé dans le manifeste ? Bon, il y a beaucoup de choses, donc comme c'est 5 minutes, je vais m'en tenir à peut-être 2 points. Le premier point, c'est que dans le manifeste, une des forces, c'est qu'il va prendre à bras le corps, ensemble, sans les hiérarchiser, de multiples enjeux. C'est-à-dire à la fois des enjeux de santé au travail, des enjeux de démocratie au travail, des enjeux de qualité et de changement du travail, d'environnement, de la question du travail domestique, du genre, des rapports de domination. Et souvent, en fait, toutes ces dimensions sont cloisonnées ou réservées à des spécialistes. Alors aux femmes et aux féministes, les questions de genre, aux écologistes, les questions de destruction du vivant, aux syndicalistes, les questions de salaire, d'emploi et, si ça marche, de travail, puisque ça, on pourra peut-être y revenir sur le fait que s'emparer des enjeux de travail réel, c'est pas simple. Aux politiques, aux associations de défense des droits humains, les questions de démocratie. Or, en fait, tout est lié, bien sûr, et le manifeste le montre assez bien, il l'affirme, et ça, je trouve que c'est extrêmement intéressant. Et je trouve qu'en plus, ça entre complètement en résonance avec ce que les salariés, les travailleurs, travailleuses, dans leur quotidien, vivent, dans le quotidien de leur activité. Alors, je vais prendre à mon tour un exemple, parce qu'il y a plein d'exemples dans le manifeste, et je trouve que c'est une qualité, c'est de partir d'exemples ça recommence, oui, voilà. Donc, drôle de façon de le tenir, pardon. Donc voilà, donc je vais prendre l'exemple d'une des recherches que j'avais menées dans le secteur de l'agroalimentaire, dans l'industrie. C'était plus largement une laiterie industrielle qui produisait des yaourts. Bon. Alors, au niveau du travail, imposition du lean, donc avec les conséquences qu'on connaît, intensification énorme du travail, réduction des effectifs et, c'est là où je veux en venir, réduction d'une équipe ad hoc de nettoyage des machines. L'idée, c'est ne pas arrêter le flux, produire. Et donc déjà, il y avait les syndicats qui recueillaient cette plainte des salariés liée à cette intensification du rythme. Ça va trop vite, on court tout le temps, je dois avoir des yeux partout parce que je cours d'un bout à l'autre de la ligne, je suis en retard en permanence, etc. Donc épuisement, souffrance physique. Et puis, il y avait une autre dimension que les salariés évoquaient aussi, et c'est sur ce point que je voudrais revenir, c'est que ce qui les empêchait de dormir, c'était aussi le phénomène du gaspillage. Alors le gaspillage, qu'est-ce que c'était ? C'était qu'à partir du moment où on ne nettoie plus les tuyaux entre la production de yaourt à l'abricot et la production de yaourt à la fraise, eh bien, qu'est-ce qui se passe ? On fait couler
des litres et des litres et des litres d'un mélange qui n'est pas commercialisable, on gaspille et tout ça, ça part à la benne. Et donc, ce que vivaient les salariés, c'était cette idée, déjà, on me fait produire des choses sales, du sale boulot, donc déjà, c'était le premier niveau, mais aussi, c'était une conscience plus large sur le fait que, pour une grande partie de la population, en plus, c'était une usine qui était dans le nord de la France, dans un espace assez pauvre, les produits laitiers sont totalement inaccessibles à des tas de familles précaires, nous, on gaspille. On va consacrer tant et tant et tant d'hectares à produire du maïs pour les vaches, à produire des cultures qui vont être extrêmement gourmandes en eau. On épuise chaque année les ressources de la planète et nous, qu'est-ce qu'on fait ? On gaspille, on gaspille, on gaspille pour ne pas arrêter et au nom de cette logique-là. Donc là, ce qui était intéressant dans l'exemple que j'ai essayé de prendre, mais le manifeste en est plein, c'est qu'en fait, les questions sont prises ensemble. C'est-à-dire, c'est à la fois mes conditions de travail qu'on détériore, c'est la précarisation, c'est aussi des enjeux plus largement liés aux ressources, liés au gaspillage. Et en fait, dans le manifeste, à plusieurs reprises, ce qui m'interpelle, c'est que on va prendre les questions ensemble. Je vais prendre un autre exemple, qui est très présent dans le manifeste, c'est l'absence de démocratie au travail, qui a des impacts sur la santé des travailleurs, on le connaît, souffrance, mépris, mais aussi sur le fait qu'on ne les écoute pas, donc la question des accidents du travail, la question des pathologies, et en même temps que cette question de santé qui découle de ça, eh bien, ça a aussi un impact sur l'abstention électorale, sur le vote RN, sur la diffusion de comportements racistes, c'est-à-dire que nous ne sommes pas au travail des êtres complètement scindés, cloisonnés. Ce que nous vivons dans l'espace du travail, nous le vivons aussi en dehors. Et vivre l'absence d'écoute, vivre le mépris, c'est quelque chose qui aussi va se répercuter. Et ça, il y avait déjà un sociologue, je pense à Seaman, qui notait ça déjà dans les années 60, dans ses analyses sur l'aliénation au travail. C'est vrai qu'on ne parle plus d'aliénation au travail, c'est plus du tout le vocable, mais peut-être on aurait intérêt à rapatrier aussi des réflexions qui déjà posaient ces questions-là, déjà posaient ces questions sur le fait que les individus ne sont pas cloisonnés. Et donc, ce qui m'a intéressée, enfin, parce que je ne sais plus si sur les 5 minutes j'y suis ou pas, parce qu'il y a plein de choses, c'est que toujours dans cette idée... Je suis bonne ou pas ? Presque. Ah, dommage. Toujours dans cette idée de prendre les questions ensemble, cette question du travail réel, c'est pour ça que j'ai pris le temps de prendre cet exemple dans le travail, dans la laiterie, c'est qu'on s'aperçoit qu'à travers le travail réel, c'est pas qu'un enjeu d'intellectuel, c'est pas qu'un enjeu d'académique, etc., etc. C'est un vrai enjeu de travail, c'est aussi un vrai enjeu politique. Et ça, c'est affirmé à des tas de moments dans le manifeste, et je crois qu'il y a tout intérêt, parce que qu'est-ce qui est en jeu derrière ça ? C'est, ma foi, si on écoutait ces salariés qui disaient, ma foi, nous, on ne veut pas gaspiller, nous, on veut une autre façon de faire, nous, on veut une autre façon de produire, s'ils arrivaient à mettre ensemble ça, peut-être que justement, on pourrait construire un rapport de force, on pourrait essayer de redonner de la puissance d'agir en parlant vraiment très clairement de qu'est-ce qu'on fait, de comment on le fait, de quel contenu on y donne. Et donc, voilà, moi, je voudrais juste, peut-être pour ce premier tour de parole, dire ça, dire que voilà, l'idée de prendre ensemble des questions qui peuvent apparaître comme très différentes et les saisir à partir de cette approche du travail réel, c'est-à-dire de quelque chose que chacun d'entre nous peut expérimenter et peut comprendre, je pense que c'est porteur de beaucoup de choses. Voilà. Je vous propose que Joël prenne la parole, comme ça on a commencé par une syndicaliste et on finit par une syndicaliste, si ça vous va. Bon, je ne le mets pas trop près pour éviter l'effet Larsen. Donc je m'appelle Joël Zask et j'enseigne la philosophie à l'université d'Aix-Marseille. Et j'écris en particulier un livre qui va paraître bientôt qui s'appelle « Donner à manger ». Je pense que ça résonne assez bien avec la problématique du manifeste. Et puis sinon, je suis une spécialiste de John Dewey, qui est assez abondamment cité dans le manifeste aussi. Et par ailleurs, j'ai beaucoup travaillé, je suis une spécialiste des questions de théorie démocratique et d'histoire de la démocratie libérale. Et j'ai fait un livre il n'y a pas très longtemps qui s'appelle « Écologie et démocratie ». Donc je crois qu'on est un peu
Bon, ça, c'était la publicité, excusez-moi, mais c'est un peu, comment dire, inévitable dans la mesure où je me sens très, très concernée par toutes ces questions. Et je voudrais pointer 2-3 petits aspects qui m'ont particulièrement interloquée ou intéressée ou nourrie. Le premier, c'est, je trouve, alors je vais être volontairement un peu provocatrice, puisque, enfin, c'est pas vraiment de la provocation, mais c'est juste un questionnement qui pourrait peut-être apporter une petite contribution à ce manifeste. Je ne sais pas, enfin, peu importe. La première chose, c'est que j'ai trouvé qu'il n'y avait pas vraiment de définition du travail. Ça reprend d'ailleurs des choses qui viennent d'être dites. Il y a une fois, enfin, c'est discuté, mais page 17, le champ du travail, c'est-à-dire de la production de la vie. En fait, ce n'est pas vraiment ce qu'on rencontre par ailleurs. La production de la vie, qu'est-ce que ça veut dire? C'est la subsistance, effectivement, très traditionnellement. Il se trouve que la subsistance ne fait pas partie du contrat social de la démocratie libérale dès le XVIIe siècle. Et ça, c'est important, sauf chez certains auteurs. Et que réfléchir à la subsistance, réfléchir à la production de la vie, ce que, par exemple, quelqu'un comme Hannah Arendt va enlever complètement du domaine public pour le réserver à un domaine privé. Donc, réfléchir au travail comme production de la vie, ça nous invite à une vraie révolution mentale, culturelle, organisationnelle, ergonomique, ergologique sur ce que c'est que le travail. Et pour donner un exemple, j'ai fait un autre livre, excusez-moi de la publicité réitérée, qui s'appelle La démocratie au champ, qui est paru il y a longtemps maintenant. Et j'étais partie de Adam à Éden. Et Adam à Éden, enfin, il ne fait pas du tout ce qu'on se représente habituellement, il travaille. C'est ce que dit l'hébreu, il travaille. C'est-à-dire que Dieu met Adam dans le jardin pour qu'il le cultive, pour qu'il le travaille, pour qu'il travaille la terre. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en même temps qu'il le travaille, il le garde. C'est-à-dire que le fait de garder le jardin, d'en être le gardien, le protéger de toutes sortes, voire de contribuer à sa reconstitution, de contribuer presque à son indépendance, en fait. D'une certaine façon, ce travail-là, il est ce par quoi Adam va constituer son humanité, si vous voulez. Et ce travail-là, enfin en hébreu c'est avoda, donc c'est pas tripalium, hein, mais je crois que c'est pas le travail, ça vient de tripalium. Alors ça, on apprend tous ça au lycée, c'est-à-dire un instrument un peu de torture, hein, en fait. On a beaucoup relié le travail au labeur, et le labeur, c'est le labour, etc. Et c'est pas du tout la même vision. Je veux dire, Adam ne laboure pas le jardin d'Éden. Il va devoir labourer quand il en sera viré, si vous voulez. Mais après, voilà, là, il va labourer. Mais là, il travaille. C'est le travail. Ça, c'est le vrai travail. Et je trouve une réflexion sur ce que c'est que le travail, finalement, permettrait justement de trouver des clés de démocratisation. Parce qu'après, alors la démocratie, là, j'en reparlerai dans un deuxième temps, mais effectivement, démocratiser toutes les organisations, toutes les institutions, tous les plans de notre existence sociale, ça, c'est vraiment le projet pragmatiste de John Dewey. La démocratie commence à la maison, dit-il. C'est chez Aristote, d'ailleurs. Hein. Il y a un gouvernement potentiellement démocratique dans la famille. Il y a même un gouvernement démocratique dans une famille d'ours, si vous voulez. C'est intéressant. Et donc, ces manières de penser la démocratisation via un travail, en quelque sorte, remis sur ses pieds, ça serait aussi, il me semble, une manière, parce que c'était un peu la question qu'on m'avait posée plus personnellement, ça serait une manière d'écologiser le travail. En écologisant le travail, on va le démocratiser. En le démocratisant, on va l'écologiser. C'est-à-dire qu'on va revenir effectivement à la création d'écosystèmes soutenables, durables, qui nous permettent de développer en quelque sorte ce que nous avons en propre dans le cadre d'une activité de production des nécessités de la vie et des plaisirs de la vie, du vivre, comme disait Aristote, et du bien vivre à la fois. Et donc, je pense que ce qui m'a frappé aussi dans le manifeste, et je pourrais terminer là-dessus, sauf si je n'ai pas mangé mon temps, parce que je ne sais pas où j'en suis, c'est que finalement, la fenêtre de tir pour démocratiser, je la trouve très petite. C'est-à-dire que ce qu'on nous dit, excusez-moi, j'ai surtout lu le début, et bon, enfin voilà, mais peu importe, ce qui est énoncé un peu en termes de préambule et ensuite dans les premières parties vers la page 25, c'est qu'en gros, le travail réel et le travail prescrit, ça n'est pas la même chose, qu'il y a un décalage créatif, on va dire, entre les deux, que les individus sont nécessairement amenés à inventer certaines conditions de leur travail dans l'effectuation d'un travail prescrit parce que
la prescription ne fonctionne pas sur le terrain. Mais ça, c'est pas suffisant. Je veux dire, est-ce que vraiment on peut s'appuyer sur la dérogeance par rapport à la règle pour refonder une démocratie au travail? Moi, je pose la question, ça me fait penser un peu aux travaux de Goffman, je ne sais pas si vous les connaissez, où Goffman dit dans Asile, bon, vous avez vraiment des institutions totales. Alors l'institution totale, c'est le camp, c'est la prison, c'est l'asile, etc. C'est peut-être l'école, j'en sais rien. Bon, c'est-à-dire d'une institution qui ne vous donne aucune liberté. Et, mais malgré tout, le fou emprisonné dans sa cellule et soumis à une camisole physique et chimique, il a quand même une petite marge de manœuvre. Oh, bah, ok, mais alors ça, la marge de manœuvre, d'abord, elle est très maigre, elle va être de plus en plus maigre. Et puis par ailleurs, est-ce que ça peut vraiment suffire pour, je veux dire, modifier nos manières de faire, nos manières de penser, finalement, le rôle social, le rôle socialisant, le rôle culturel, le rôle en termes de production de la vie, du travail, ce qu'on appelle le travail en général. Voilà ce que je voulais peut-être ouais, vous communiquer. Merci. Du coup, bonjour à toutes et tous. Moi, je m'appelle Isabelle Mercier, donc je suis membre de l'exécutif de la CFDT. Et je voulais vous remercier déjà de l'invitation et de ce manifeste qui, dans la période pour lequel, évidemment, je partage une grosse partie des contenus et qui, dans la période, est hyper important et intéressant parce que déjà, parler du travail, c'est ce qu'attendent les travailleurs, c'est ce qu'ils nous ont fortement exprimé pendant la phase du Covid, c'est aussi ce qui a été beaucoup exprimé pendant les mobilisations en retraite, hein, au-delà de la question des 64 ans, c'était comment je peux travailler mieux, comment mon travail peut être moins intense, comment je peux moins m'user au travail, comment je peux avoir plus de sens à mon travail. Et puis on a eu quelques négos quand même interprofessionnels ces derniers temps autour du pacte vie au travail, du conclave retraite, mais aussi là où on a démarré la conférence travail-emploi-retraite, où on voit bien que la question du travail, elle est de plus en plus centrale et que... j'ai pas lancé mon chronomètre, et que se mettre autour d'une table les uns et les autres avec des regards qui sont pas forcément toujours les mêmes autour du sujet du travail, bah, c'est aussi ce qui permettra de mettre le sujet sur la place publique. Donc ça, c'était la première chose. La deuxième chose, c'est que moi, ce que je trouve intéressant dans le document, c'est que le travail, il est important effectivement parce que la qualité de vie au travail, elle est liée à la qualité de vie dans les territoires et que la qualité de vie dans les territoires, elle est liée aussi par la qualité de vie au travail. Tout ça pour dire qu'on ne peut pas saucissonner les gens et que si on n'est pas bien dans son travail, on n'est pas bien dans sa vie et que si on n'est pas bien dans sa vie, on n'est pas bien non plus dans son travail et que tout ça, ça fait lit des extrêmes et notamment de l'extrême droite et que quand on veut, comme la CFDT, agir et lutter contre l'extrême droite, ben, l'un des leviers d'action, c'est de agir pour à la fois redonner du pouvoir d'agir aux travailleurs dans les entreprises et les administrations, permettre d'améliorer la question des conditions de travail, c'est aussi de faire que les salariés soient à la fois les accélérateurs des transformations, mais aussi qu'ils soient concertés, qu'ils soient associés aux différentes transformations. Et puis, dans les éléments un peu généraux que j'avais envie de partager sur l'analyse globale en fait, du manifeste, c'est... on est à un moment où il y a des grosses transformations, et dans le monde du travail, mais aussi dans le monde sur le plan géopolitique, sur le plan économique, et qu'on voit bien que le sujet du travail, il a un impact sur les questions économiques, parce que des travailleurs pas bien dans leur boulot, bah, c'est aussi la performance en moins pour les entreprises, sur les questions sociales, sur les questions sociétales, sur les questions psychosociaux. Quand on voit l'augmentation des RPS, aujourd'hui, parmi les fonctionnaires, il y a plus d'arrêts maladie pour burn-out que pour les accidents, les maladies professionnelles et les troubles musculo-squelettiques, par exemple. Et qu'on voit bien que quand on a des salariés en burn-out, en épuisement professionnel, notamment du fait d'une perte de sens et de reconnaissance, ben, agir là-dessus, c'est aussi améliorer la vie globale des citoyens et des citoyennes. Et puis, un enjeu politique, je l'ai évoqué par rapport à notamment la lutte contre
le Rassemblement national, et un enjeu écologique, parce que quels que soient les lieux de travail, vous évoquiez tout à l'heure les productions de yaourts, dans l'industrie par exemple navale, les chantiers de l'Atlantique qui construisent des gros paquebots, on a aussi des travailleurs qui ont des tensions internes entre l'enjeu écologique et la construction des paquebots. Ceux qui bossent dans les data centers, moi j'étais dans un data center avant-hier, il y a aussi un enjeu économique et un enjeu écologique de ces structures qui sont qui développent le numérique, et on sait l'impact écologique du numérique. Et pour ces travailleurs, c'est comment dans mon travail je détruis pas plus la nature, et comment je suis un acteur qui permet de freiner le dérapage qu'on connaît sur le plan écologique. Et puis on voit bien dans le discours ambiant qu'on a aussi un sujet autour des questions de maladie, d'absence au travail, d'accidents du travail. On est un pays où on explose les chiffres quand même sur les accidents graves et mortels, et que le sujet du travail pris dans toutes ses dimensions, il a un impact. Et il est important de le traiter. Après, pour rentrer moi sur les 3 points que j'avais envie qui sont à la fois de la stimulation et qui sont vraiment quelque chose qui conforte notre regard à la CFDT, c'est la question du travail réel. Pour nous, vous le dites d'ailleurs dans le manifeste, on est une organisation qui a toujours agi. Son ADN, c'est la proximité avec les salariés, c'est parler de la réalité grâce à des enquêtes, grâce à des pratiques de terrain, de proximité avec les collègues. Parce que parler de la réalité du travail et mettre devant la réalité du travail, c'est une façon aussi d'influencer les employeurs qui sont parfois en tableur Excel, et que quand on est en tableur Excel, on fait des chiffrages, mais on ne parle pas de la réalité du jardinier qui doit du coup ne plus utiliser les produits désherbants pour des mesures écologiques, mais qui du coup va voir son espace vert complètement noyé par les mauvaises herbes, et qui va mal le vivre au nom de la qualité du travail, justement. Et c'est quoi mon travail de qualité ? Et parler de la réalité du travail, c'est oser aborder la question du travail de qualité. C'est quoi la qualité du travail, et comment on peut débattre ensemble de cette qualité du travail pour permettre aux gens à la fois d'être bien dans leur travail, d'être reconnus dans un travail de qualité, d'être respectés, et puis aussi de pouvoir vivre dignement de leur travail. Le deuxième élément, c'est le travail facteur d'émancipation et d'épanouissement, qui est quand même la majorité des gens, quand dans nos enquêtes, c'est plus de 60% qui vivent leur travail comme un espace d'épanouissement. Nous, dans notre axe revendicatif et les actions qu'on mène, c'est vraiment comment on permet aux salariés d'avoir un travail émancipateur d'une part, d'être épanouis dans leur travail et de reprendre du coup du pouvoir d'agir au travail. Et on a, nous, organisations syndicales, un rôle important à jouer dans ce schéma-là, pour redonner, au-delà du sens, pour redonner du pouvoir d'agir et agir avec les travailleurs pour que le travail reprenne du sens, et que les évolutions du travail soient discutées là où elles sont aujourd'hui majoritairement pas évoquées avec la hiérarchie, pour que les difficultés vécues dans les collectifs de travail puissent être discutées là où aujourd'hui c'est pareil, il n'y a pas d'accompagnement, il n'y a pas forcément d'échange. Puis le troisième élément, c'est de faire des transitions, écologiques, numériques, intelligence artificielle, réchauffement climatique, des opportunités pour démocratiser le travail. Parce que si on ne le fait pas, on se prendra les murs, et de la part des travailleurs, politiquement, avec l'extrême droite, mais aussi parce que les travailleurs vont souffrir au travail, et que si on veut accélérer ces transformations et en faire des vrais objets de mieux-être et de démocratiser la vie citoyenne, on a un véritable enjeu de mettre la démocratie dans le travail et de les mener avec les travailleurs, et du coup de porter la voix des travailleurs finalement dans l'ensemble de ces transformations. Merci. Alors, pour la suite, je vais vous demander pas forcément de poser des questions aux intervenants, mais au contraire de vous soumettre au même exercice, c'est-à-dire nous dire ce qui vous a interpellé vous aussi dans le manifeste, et ce qui résonne pour vous, et ce sur quoi vous aimeriez réagir, en tout cas.
J'en profite pour vous dire qu'il reste quelques exemplaires du manifeste version papier sur la petite table. Vous levez les mains ? Il y a quelqu'un qui a levé les mains ? Merci beaucoup pour toutes ces réactions que je suis totalement, notamment effectivement la réflexion sur le rôle des femmes et l'importance de la prise en compte du féminisme de subsistance. Voilà, donc moi ce que j'ai apprécié dans le manifeste, alors bon c'est pas une nouveauté, tout le monde sait qu'à ATD on parle du travail vraiment en tant qu'activité humaine, qu'il soit rémunéré ou pas, mais ça c'est quelque chose à quoi tout le monde ne pense pas, et pour effectivement lancer un manifeste hors du cercle intime des gens qui soutiennent ATD, effectivement c'est très important d'envisager toutes les activités humaines de production, de reproduction, etc. Et on n'est peut-être pas tout à fait au bout de la recension de toutes ces activités, mais enfin bon, c'est quand même déjà beaucoup plus que le simple travail salarié. Mais c'est vrai, bon, il faut parler des paysans, il faut parler des travailleurs indépendants, etc. Excusez-moi, non, je ne me suis pas présentée. Annie Flexer, Université du bien commun à Paris. C'est toujours bien de se situer pour les autres. Merci beaucoup, Jean Besançon, fondateur de l'UODC. Alors j'ai une question peut-être un tout petit peu provocante. Quand je lis le manifeste, je suis d'accord avec tout. Voilà, et je me dis, ah oui, vraiment c'est bien. Il y a un petit quelque chose qui manque, qui me fâche un tout petit peu, c'est qu'on ne parle pas d'argent. On ne parle pas de qu'est-ce qui fait qu'on gagne. Ce qui est toujours opposé à ce qui est dit dans le manifeste, c'est ah oui, non mais c'est pas rentable, c'est dans l'usine de yaourt, vous voyez bien, on gagne, etc. Et je me dis pourquoi les gens qui s'intéressent, comme nous tous je pense ici, à la qualité du travail, enfin tout ce qui est dit dans le manifeste, pourquoi ils ne s'emparent pas de la question de mais au fait, est-ce que ça ne coûterait pas une blinde le mauvais travail, le mauvais management, etc. On a la chance d'avoir quelques chercheurs, Bruno Palier qui est là, en arrêt uni, qui disent ah oui, mais au fait, travailler les exonérations de charges sociales, ça fait du travail low cost et ça coûte quand même 80 milliards d'euros par an à l'État. Au fait, le mauvais management, ah oui, ça fait 200 milliards d'euros de PNB en moins. Rien que le mauvais management et tout ce qui est conditions de travail, etc., ça coûte 20 000 euros par salarié et par an. Pourquoi nos amis syndicalistes, chercheurs, etc., ne s'emparent pas des questions économiques? Parce qu'en face, on ne parle que de ça. Et pourquoi nous, on n'en parle pas? Merci. Alors nous, dans cette salle, on parle plus de cotisation que de charges. Juste, je repositionne les choses. Oui. Une petite dernière. Ah. Bonjour, Patrice Bride de la coopérative Dire le Travail. Réaction après une première lecture, et j'y reviendrai, et puis vraiment dans l'idée d'alimenter les débats, les réflexions. J'ai été frappé par d'abord l'ambition, et merci de vous être lancé dans ce chantier gigantesque, mais au final avec le sentiment d'un décalage parfois entre des considérations micro, et c'est pas du tout péjoratif, parce que les distinctions travail prescrit réel à l'échelle de la façon dont les gens se dépatouillent de leur chaîne de montage, pour prendre l'exemple du début, en mettant un petit peu de côté ceux qui ont lu, on voit de quoi je parle, un petit peu de côté pour éviter de se retrouver dans des conditions. Donc voilà, cette attention aux micro-détails qui sont essentiels quand c'est à l'échelle des travailleurs. Des propositions au final qui peuvent paraître un petit peu modestes, en tout cas à ma lecture. En gros, si je résume de façon un peu caricaturale, des lois au roux plus sur l'expression des salariés sur leur travail, et puis des lois au bris mieux sur la RTT, qu'on aimerait un peu mieux. Et puis une ambition, enfin pas une ambition, des enjeux sur notre monde actuel. Thomas a parlé de fascisme grandissant actuellement, les catastrophes écologiques en cours, qui sont considérables, qui sont majeures, alors, et qui sont très au-delà de choses de l'ordre du détail du travail ordinaire, ou de l'ordre de réformes, de vagues réformettes à l'échelle de l'État français aujourd'hui.
parce que ça pose des problèmes anthropologiques essentiels sur le destin de l'humanité. Comment est-ce qu'on arrive à appréhender tout ça ensemble? Et comment est-ce que, parce que c'est ma conviction profonde, l'entrée par le travail peut permettre d'ouvrir des pistes de réflexion sur ces questions-là. Le chantier est très bien ouvert par le manifeste. J'ai l'impression qu'il y a encore beaucoup à réfléchir et à élaborer ensemble autour de ça. Bon, très bien, on prend la suite, c'est parfait, comme ça on est dans les temps. Donc du coup, la deuxième question, c'était cette fois-ci, du coup, qu'est-ce qui, par ce manifeste, va potentiellement influencer vos pratiques et vos activités futures, que ce soit dans vos recherches ou dans le syndicalisme sur le terrain. Je vous propose qu'on fasse la même chose que tout à l'heure, mais dans l'autre sens, peut-être. On commence par une syndicaliste et on finit par une syndicaliste, mais du coup, tu commences si ça te va, Isabelle. Alors déjà, je vais lancer mon truc comme ça pour quand même vérifier. Moi, je trouve que ce qui est mobilisateur dans le manifeste, c'est toute la dimension de l'action collective et de l'importance à la fois de la proximité et de l'action collective dans les entreprises. La petite nuance que j'apporterai, si je peux me permettre, c'est... je partage un peu sur les leviers d'action parce que je trouve que on a plusieurs types de leviers d'action. Il y a tout d'abord, évidemment, la place des organisations syndicales et comment l'action syndicale, et on a un vrai enjeu, nous, organisations syndicales, j'ai envie de dire, reprendre le pouvoir sur les questions de travail, sur les questions économiques aussi, et on essaye de le faire et on le fait tant qu'on peut sur le coût du mauvais management. C'est des choses qui sont véhiculées, qui sont dites, qui sont exprimées, et reprendre à la fois le pouvoir sur le sujet du travail à la CFDT. Nous, ça passe par un manifeste qu'on a fait également qui s'appelle « Le travail que nous voulons », qui se décline en plusieurs actions, et notamment une qui est la structuration d'un réseau d'acteurs autour des places du travail pour poser le travail au cœur des échanges, au cœur des discours, au cœur des transformations, avec des gens qui ne sont pas forcément habitués à aborder le sujet du travail, mais qui parlent écologique, qui vont parler intelligence artificielle sans parler du travail. Et donc l'idée, c'est de mettre au cœur de tout ça le sujet du travail. L'autre levier d'action, c'est autour du dialogue professionnel, et qui semble être un élément moteur dans les entreprises et les administrations pour redonner la parole aux travailleurs, pour permettre aux travailleurs de s'exprimer sur leur travail, et qui doit évidemment s'articuler avec un dialogue social de qualité dans les entreprises. Moi, je vois dans le document, il est fait référence au délégué travail dans un des moyens de remettre la proximité, de remettre une action de proximité, la parole des travailleurs. L'élément sur lequel, moi, ça m'a mis un peu en vigilance, j'ai envie de dire, parce que on est à un moment où l'organisation syndicale dans l'entreprise et au-delà, elle est un peu fragilisée quand même par les ordonnances Macron, qui a fortement institutionnalisé l'action syndicale, qui a accéléré l'éloignement de l'action syndicale des salariés. Et le risque serait que la mise en place de référents travail comme certains, ou de délégués travail, produisent un écart encore un peu plus grand entre le salarié, les travailleurs et l'organisation syndicale, d'une part, et d'autre part, l'intérêt d'être dans une organisation syndicale et de permettre aux gens de faire collectif avec le syndicalisme, c'est aussi d'être accompagné, c'est avoir une relation avec la hiérarchie par des mandats qui font qu'il n'y a pas ce lien de subordination, c'est une des bases, d'être accompagné, d'être formé et d'être dans une action collective qui est portée par l'intérêt général, qui est beaucoup plus transversale. Du coup,
moi, dans les éléments de fil que l'on tirait, c'était à la fois cette dimension de trouver des leviers d'action autour du dialogue professionnel, autour des pratiques managériales, autour d'avoir enfin l'opportunité de pouvoir agir sur ces questions-là. C'est aussi comment on renforce le syndicalisme, mais un syndicalisme qui fait vivre cette proximité, alors par le biais d'enquêtes, mais aussi par le biais de tournées de service, par le biais d'être capable d'avoir le temps de retourner, d'avoir le temps d'aller à la rencontre des salariés. Je parlais des ordonnances Macron. Il y a deux grands éléments qui sont préjudiciables. En fait, c'est à la fois les CHSCT qui se sont éloignés des questions du travail et qui ont éloigné la prise en charge du travail d'une part, et les délégués du personnel qui étaient un peu ce qu'on pourrait appeler les référents délégués travail, référents travail, ce qu'on a appelé le représentant de proximité, mais qui n'ont pas les moyens de faire la proximité et qui étaient des vrais acteurs de régulation qui permettaient d'être avec les collègues, de parler du travail avec les collègues et de remonter un certain nombre de difficultés au N+1 et à la chaîne hiérarchique. Et puis, le dernier élément, peut-être, parce que je n'ai pas regardé l'heure, c'est on a coutume d'avoir des négociations de branche, des négociations interprofessionnelles qui sont plus ou moins réussies. On est en ce moment dans une phase où le dialogue social interpro et par branche est quand même très compliqué. Il faut continuer à être déterminé, il faut trouver d'autres modes d'action pour discuter avec les organisations patronales et entre nous. Hier, on était à la conférence Travail, Emploi, Retraite et ça a été un moment différent d'habitude pour parler des questions du travail avec les OP. Mais moi, j'ai une conviction, c'est que tout ça pourra se changer, se transformer et qu'on aura le pouvoir de changement, il viendra par les entreprises et par les administrations et l'action syndicale dans les entreprises et les administrations. Et nous, on a une vraie responsabilité à accompagner nos délégués, à accompagner nos militants pour leur donner et la ressource revendicative, mais aussi la ressource de savoir-faire en fait pour retourner et puis pour labourer le terrain et aller prendre la parole des salariés, leur proposer de nous rejoindre et faire du collectif avec les problématiques individuelles. Bon, à moi. Donc, moi, je vais avoir un petit peu du mal à répondre à la question parce que les universitaires ont encore du mal à se vivre comme des salariés. Donc, je crois que nous, on partira de très loin pour penser les enjeux de travail. Donc, excusez-moi le petit pas de côté. Je vais plutôt parler d'une recherche qu'on vient de finir avec Thomas Coutreau, Coralie Pérez, Christine Martin et d'autres chercheurs, qui portait justement sur une socio-histoire des enquêtes sur le travail réel à la CGT. Et donc c'est une enquête qu'on a fait dans le cadre de l'IRES. Pourquoi j'en parle ? Parce que justement je suis en désaccord avec une des interventions qui a été là. Je suis d'autant plus tranquille que c'est pas moi qui ai écrit le manifeste, donc je réagis par rapport à ça, sur le fait que la question du travail, c'est une toute petite entrée. Et la question du travail réel, c'est une toute petite entrée. Christian Baudelot disait par exemple, le travail, c'est plus que le travail. C'est quelque chose de totalement énorme quand on y pense. Et donc pourquoi je ne suis pas d'accord avec cette idée que le travail, c'est une toute petite entrée ? Parce que en réalité, dans l'expérience du travail et ce qu'expérimentent les équipes syndicales qui sont dans des formations, actions, dans des recherches-actions, dans des enquêtes ouvrières, etc., ce qu'ils expérimentent, ce n'est pas seulement d'aller traquer justement cet écart travail prescrit, travail réel. Ce n'est pas que ça. Prendre la question du travail comme un espace et un enjeu de construction d'une puissance d'agir, de reconstruction d'un collectif, comme construction aussi finalement de reprendre la main sur, ma foi, ce qui se passe dans l'entreprise et plus largement, alors qu'on a des réformes qui passent de façon incessante, qui détruisent tout sur leur passage, qui détruisent nos droits, qui détruisent les collectifs, etc. Donc, juste pour revenir un petit peu et être un peu plus précise, en fait, l'enjeu pour les syndicalistes qui essayent de mener ces enquêtes-là,
c'est finalement de faire en sorte que... l'idée, le point de départ, c'est de dire qu'on ne va pas arriver à la grève générale, on ne va pas arriver à la transformation radicale, on ne va pas arriver à une révolution simplement en disant « il la faut ». Voilà, simplement en disant notre monde va mal et donc on ne va pas s'en sortir, etc. Ça ne suffit pas. Donc en réalité, ce qu'il faut déjà, c'est repartir tout simplement sur un constat. Qu'est-ce qu'on peut gagner au plus près ? Qu'est-ce qu'on peut gagner au plus près de nos pratiques, au plus près de nos activités ? Qu'est-ce qu'on peut reprendre ? Qu'est-ce qu'on peut reprendre à l'entreprise ? Qu'est-ce qu'on peut reprendre justement à cette logique économique, à toutes ces réformes ? Qu'est-ce qu'on peut reprendre ? Et en fait, c'est ce travail de formation des équipes militantes, il porte vraiment, et pour aller écouter cette parole du travail, pour voir qu'en réalité, déjà dans le quotidien, les travailleurs n'arrêtent pas d'essayer de redégager des marges du possible, d'essayer de redégager des moments où ils ne se laissent pas faire, où ils essayent de reprendre la main sur leur activité. Et ça marche en réalité. Et ce qui est intéressant finalement dans toutes ces enquêtes, c'est qu'on s'aperçoit que lorsqu'on est vraiment dans ces démarches-là, lorsqu'on construit la revendication avec les salariés, ils ne sont pas extérieurs, ils ne laissent pas le syndicat faire tout seul en disant vas-y, je délègue et débrouille-toi dans les instances, dans CHSCT. Ils font avec. Et en faisant avec, ils arrivent à reconstruire un peu du rapport de force et à reprendre confiance. Parce qu'un des problèmes, parmi les milliards de problèmes qu'on a, mais quand on a un monde du travail qui est vent debout contre la réforme des retraites, avec 90% des salariés qui sont opposés, avec et qu'en même temps, on n'arrive pas à gagner, là, on en est à se poser la question sur est-ce qu'il n'y a pas à désespérer. Bon. Et je crois que toute cette idée autour de repartir du travail réel, repartir de ce qu'on peut gagner, reprendre confiance, retrouver des collectifs, reprendre la main, je pense que c'est une étape qui n'est pas une petite étape, et c'est un peu ce que visent les organisations syndicales à travers ça. Et moi, je les rejoins, entre guillemets, de mon perchoir à moi, au sens où je pense qu'effectivement, le travail, ça touche à des questions qui sont à la fois des questions totalement intimes, des questions qui sont des questions économiques, évidemment, centralement économiques, mais aussi à des questions de cohésion sociale. Là-dessus, je suis très durkheimienne. Le travail, c'est la cohésion. Et si on n'arrive pas à retravailler, à retrouver de la cohésion sociale, c'est aussi parce que le travail est détruit, parce que les collectifs sont détruits, parce que le sens du travail est détruit. Et donc, je pense que c'est pas une petite question. Et ce que j'ai apprécié dans le manifeste, c'est ça, en fait. C'est de le prendre extrêmement au sérieux, alors que parfois, on passe sur des petites choses qui ont l'air d'être des petites choses. Alors, moi aussi, j'ai quand même un peu de sens critique, je peux. J'ai trouvé, par exemple, qu'il manquait un acteur dans le manifeste, les prud'hommes, par exemple. Est-ce que les prud'hommes, c'est pas non plus un lieu où s'observe le travail réel et s'observent les drames dans les entreprises, s'observent les batailles qui sont à mener. Et on sait que les prud'hommes sont particulièrement malmenés de réforme en réforme, j'ai envie de dire. Un autre acteur peut-être qui moi m'a interpellée, qui est l'acteur absent, c'est l'acteur du politique. Un peu comme si on désespérait complètement de l'action politique, puisque finalement on va déléguer entre guillemets aux syndicats, au mieux à des associations, mais quid des partis, quid des représentants, et quel lien avec. Alors non pas que je sois complètement sur cette idée qu'il faut à tout prix avoir un débouché politique, mais ça m'a interpellé le fait que la question ne soit pas posée. C'est-à-dire, est-ce qu'on ne doit pas partir avec le manifeste à l'assaut de l'ensemble des candidats en leur disant « Bon, alors positionnez-vous là-dessus ». Est-ce que ça c'est pas quelque chose qu'on pourrait essayer d'envisager ? Et peut-être la troisième petite critique, c'est que moi aussi, j'ai un peu des réserves sur les délégués ou les représentants au travail réel. Même si, parce que je me dis que voilà, quelle place il pourrait avoir, mais en même temps, le manifeste, mais ça c'est ceux qui l'ont écrit qui pourront y répondre, je pense que là-dessus je ne suis pas dans le coup, le manifeste dit il faudra que ces délégués au travail réel soient élus sur liste syndicale. Bon. Donc est-ce que c'est la solution pour éviter cette déconnexion, pour éviter qu'il y ait des spécialistes ou une forme de division taylorienne du travail autour du travail réel ? Donc voilà, c'est un peu une des questions que j'avais à poser par rapport à ça.
C'est à moi. Voilà. Moi, ce qui m'a beaucoup intéressé, ce qu'on pourrait tous rapatrier, enfin en tout cas en particulier dans le géant de l'université, mais on en est très très loin, c'est l'idée d'un bottom-up, quoi, du bas en haut. C'est une idée clé, je trouve, dans le manifeste. Comment est-ce qu'on part du bas pour aller vers le haut? Ça ne veut pas dire pour ignorer le haut, mais vraiment pour repenser finalement les relations municipales, locales, régionales, nationales, transnationales, internationales, etc., etc. Et c'est ça, en fait, je me permets de relire un passage qui est dans le manifeste, dans son introduction, un passage donc tiré de La démocratie et l'éducation de John Dewey. Et le passage dit ça. Que signifie la démocratie, si ce n'est que l'individu doit avoir son mot à dire dans la détermination des conditions et des buts de son propre travail. Et que, en définitive, l'activité du monde s'accomplit mieux par une libre et mutuelle harmonisation entre des individus différents que par la planification, l'organisation, la direction de quelques-uns, si avisés et bien intentionnés soient-ils. Alors ça, je trouve que c'est un texte qui est incroyablement fort. On a rarement, même aujourd'hui, sous les yeux, des textes aussi forts et aussi radicaux. Je pense qu'il faut penser cette radicalité-là. Qu'est-ce que ça veut dire? Et au lieu de le considérer comme une utopie absolument inaccessible, le voir comme pour parler comme Ernst Bloch, comme un non encore être. C'est une utopie concrète, c'est une utopie réaliste. Et c'est précisément la voie dans laquelle s'engagent plein de gens aujourd'hui, notamment plein de jeunes, plein d'associations, plein de gens qui font un pas de côté. Moi, j'ai des étudiants en philo qui sont des néo-boulangers, qui vont travailler dans des jardins partagés. À Marseille, où j'habite, il y a 30 fermes urbaines aujourd'hui. Il y a des cantines de quartier, il y a etc., etc. Il y a des crèches collectives. Il y a vraiment une repensée du travail qui est en route aujourd'hui, et qui montre qu'on n'est pas dans l'utopie, là. Enfin, on n'est pas dans le décrochage complet par rapport à une réalité très complexe et voilà, dont les rênes nous échapperaient radicalement. C'est pas ça. Moi, je pense que tout peut changer à partir, justement, c'est ça que dit John Dewey, et je crois qu'il y a un argument très très fort là-dedans, que disons qu'il y a quelque chose de révolutionnaire et pas de réformiste, mais il y a vraiment quelque chose, c'est ce que dit Kropotkin aussi d'ailleurs, soit dit en passant, mais il y a quelque chose de révolutionnaire dans le fait de ramener les gens vers leur pouvoir d'auto-organisation ou encore d'autogouvernement. Et je pense que justement, ce qui est extrêmement intéressant dans le manifeste et sur quoi on pourrait vraiment se fonder très très durablement et très solidement, c'est la question de l'enquête. Il y a l'action-travail, il y a la recherche-action, il y a l'enquête. Et justement, chez John Dewey, je ne veux pas faire un commentaire un peu benet, mais enfin, ceci étant, l'enquête, elle a à voir avec l'expérience. Qu'est-ce que c'est que l'enquête? L'enquête, c'est la mise en programmation de l'expérience, en quelque sorte, avec des systèmes de vérification. Mais ce qui est très intéressant dans l'enquête, il dit que c'est la méthode de la démocratie. Soit en démocratie on enquête, soit on n'est plus en démocratie, si vous voulez. Enfin, il dit même la méthode de la démocratie, c'est l'expérience. Enfin bon, je ne vais pas rentrer dans les distinctions entre les deux. Ceci étant, justement, qu'est-ce que c'est que l'enquête? Et c'est à ça que finalement ça nous ramène. Une enquête et une forme de rencontre. Je veux dire, ce qui est très intéressant avec le pragmatisme, et notamment John Dewey, qui a travaillé sur l'école, le travail, etc., qui était très très présent aussi dans les combats de son temps, politiques comme d'ailleurs sociétaux. Ce qui est intéressant, c'est que finalement, l'enquêteur et l'enquêté doivent découvrir un point de rencontre. Et que ce point de rencontre, il n'est pas préexistant. C'est-à-dire que finalement, ce point de rencontre, il peut être découvert dans l'action commune. Par exemple, quand on va débroussailler un chemin ou nettoyer une plage, finalement, on va se découvrir des terrains communs qui n'étaient pas forcément préexistants au quant à soi de chacun d'entre nous, si vous voulez. Donc, il y a une dimension de rencontre effective dans l'enquête qui est fondamentale chez Dewey, et je crois qu'on peut aussi le constater très empiriquement, qui est fondamentale pour ce qu'il appelle la constitution d'un public. Et ça, le manifeste, il revient aussi pas mal là-dessus. Qu'est-ce que c'est qu'un public, finalement? Qu'est-ce que c'est? Le public, c'est les citoyens, si vous voulez. Voilà, il faudrait s'entendre sur les termes là aussi, mais un public, finalement, dit John Dewey, notamment dans un texte de 1927 qui s'appelle « Le public et ses problèmes », un public qui se constitue par l'intermédiaire des enquêtes qu'il fait sur les conditions de sa propre apparition. Donc finalement, j'enquête, et au lieu d'être passif, c'est-à-dire impacté par des circonstances lointaines ou
qui m'échappe complètement. J'enquête sur ces circonstances et du coup, je vais arrimer comme un cours d'action à ces circonstances qui m'impactent de manière à transformer la situation. Donc l'enquête, elle est transformatrice. Et donc elle est un point de rencontre à partir duquel on va transformer le monde, si vous voulez. Voilà. Et donc je pense que ça, c'est des points on peut revoir complètement à travers ce manifeste sur la nature même du travail. Ça, c'est le travail de la démocratie. Bon, voilà, je m'arrête là. Parce que... Voilà, merci. Oui, alors moi ce qui m'a retenu pour cette question 2, c'est le chapitre « Élargir l'enquête démocratique ». Bon, ça va assez bien dans la suite. Alors, la démarche des enquêtes, moi je les trouve... Elle est reprise par nombre de mouvements sociaux qui ne sont pas obligatoirement des mouvements de syndicalistes. D'ailleurs, la méthode des enquêtes. Et je la trouve particulièrement appropriée ici. Ça répond à une question qui a été posée par rapport à ce qui me gêne, moi, un peu dans le manifeste, c'est la catégorie du travail. C'est une catégorie quand même assez englobante et surplombante. Et que précisément, parce que travail militant, travail domestique, travail salarié, travail... Bon, enfin, vraiment, on est dans des registres absolument complètement diversifiés. Et donc là, je trouve que l'enquête permet d'incarner, au moins déjà au départ, ce que peut être réellement une activité, un travail, etc. Donc ça, je trouve très intéressant. Et la catégorie du travail réel, elle peut être aussi englobante et surplombante que la catégorie du travail. Donc ça, je trouve ça très intéressant. Ce que je trouve aussi intéressant dans l'enquête, qui à mon sens n'est peut-être pas assez présente dans le manifeste, c'est l'importance des affects, l'importance des attachements. Parce que, et là ça m'a un peu pris à rebours, disons, il est beaucoup question des sciences du travail. Bon, j'avoue que ça ne m'est pas complètement évident pour moi. Les sciences du travail, d'être soumis à des sciences du travail. Donc, réintroduire à partir de l'enquête des subjectivités, de l'affect, etc., ça me paraît très important. Et ce n'est pas contradictoire, mais c'est au moins complémentaire de ça. Donc, c'était une première critique. Mais ensuite, je voudrais revenir sur la question, ça m'a permis de revenir sur la question de l'autonomie. Parce que quand même, il est question beaucoup d'autonomie. Et donc, il s'agit de repolitiser le travail. Donc, la question de l'autonomie est absolument centrale. Je voudrais quand même dire en préambule que la question du travail dans l'écologie, parce que c'est souvent, on dit souvent, oui, les écologistes ne se posent pas du tout la question du travail. C'est faux. C'est faux et ça oblige de repenser ce qu'est l'écologie, d'abord, et ce qu'est le travail. Parce qu'aujourd'hui, toutes les études d'histoire environnementale, depuis le 19e siècle, je pense à Fressoz, je pense à Christophe Bonneuil, il y en a d'autres, il y a plein, François Jarige, etc., montrent à quel point nombre de luttes sociales au 19e siècle permettaient de rejoindre, élargissait la question sociale, qui a été rétrécie après finalement. La question sociale, puisqu'on a éjecté tout ce qui était du domaine de la santé, ce qui était du domaine de l'environnement, de la subsistance, etc. Ça a été éjecté de la question sociale. Donc il s'agit de remettre ça dans la question sociale pour réenrichir la question sociale. Mais je reviens à la question de l'autonomie. Je vais être un peu caricatural. Je pense que l'enquête est intéressante, surtout dans la période actuelle que nous vivons du capitalisme. Je n'ai pas le temps d'y revenir, dans lequel il n'y a pas beaucoup d'interstices à l'intérieur, je pense, de l'entreprise et du rapport capital-travail. On n'est plus autant des lois aux roues dans le capitalisme, c'est clair. Notamment du fait de la catastrophe écologique, du fait de tas de choses qui arrivent aujourd'hui, on n'est plus autant des lois aux roues. Donc je pense qu'il y a assez peu d'huilage possible. Donc pour moi, l'enquête, elle est à la fois un résultat, je vais prendre un exemple, un résultat des luttes et un outillage des luttes. Et c'est en ce sens que je trouve les enquêtes extrêmement importantes. Mais comme à la fois résultat des luttes, mais aussi outillage. Et je prends par exemple, puisque j'étais un petit peu invitée pour ça, l'expérience des méga-bassines, dans lequel je n'étais pas, de toute la lutte qu'il y a eu dans les méga-bassines, qui a véritablement mis en mouvement des paysans, des scientifiques,
des écologistes, des activistes, des syndicalistes, puisque c'est le système agro-industriel qui est au cœur aussi du problème des bassines et pas simplement la question paysanne en tant que telle. Et bien là, justement, à partir des méga-bassines, il y a eu besoin justement d'enquêtes plus scientifiques, etc., pour documenter, parce qu'il y avait une propagande absolument terrible sur les méga-bassines qui allaient sauver finalement l'agriculture, etc. Donc il y avait besoin véritablement d'enquêtes beaucoup plus scientifiques, mais en retour, les méga-bassines, du par les acteurs qui avaient, ont produit des enquêtes extrêmement importantes. Et des enquêtes qui sont aussi sur le travail des paysans, le travail dans le système agro-industriel, etc., etc. Et je voudrais revenir sur un point qui est sur une citation, c'est un peu décousu, je m'en excuse, sur une citation, je terminerai par ça, des soulèvements de la Terre, qui ont écrit un livre justement qui repose cette question des enquêtes, qui s'appelle Première secousse. La citation dit, il faut que les travailleurs, je ne l'ai pas exactement, j'ai juste coché, reprennent le pouvoir dans les entreprises et que la démocratie est associée à cette reprise du pouvoir. Et donc là aussi, si ça peut être utile, je ne sais pas, je pense que j'ai été gênée dans le manifeste, par un langage aussi, donc qui fait partie du problème. C'est le langage de la gouvernance. Je pense qu'il faut s'en libérer définitivement, parce qu'il fait partie du problème. Ce n'est pas simplement une coquetterie. C'est le langage de la gouvernance, le langage du développement durable. Il n'y a pas la résilience, mais dans le manifeste, mais heureusement, mais c'est aussi ce langage-là qui fait partie du problème aujourd'hui. Parce que c'est une manière de raconter des enquêtes, de raconter des luttes, de raconter des situations qui oblitèrent complètement ce qu'est la réalité, non seulement du travail, mais des vies, etc. Donc ça, c'est vrai que dans le manifeste, ça m'a gêné. Du coup, l'autonomie, puisqu'il est question d'autonomie, parfois aussi un peu trop collé, à mon sens, à l'autonomie par rapport à l'organisation du travail. Aujourd'hui, la question de l'autonomie, c'est pas simplement être plus autonome dans son travail, dans l'organisation du travail, même si c'est une nécessité, mais l'autonomie, c'est aussi, et le monsieur parlait tout à l'heure de catastrophe écologique, c'est quelle autonomie matérielle pour quelle autonomie politique, quelle autonomie technique aussi, quelle nous pouvons récupérer, quelle autonomie, sachant tous les systèmes de dépendance dans lesquels nous sommes aujourd'hui. Donc voilà les questions que je voulais poser aux rédactrices du manifeste. Alors, pour essayer de répondre à la question en quoi le texte pourrait influencer ta conception de l'action collective et du changement social, je pense que ça pose énormément de questions et il faudra continuer les discussions là-dessus. Mais il y a un point important qui rejoint ma première intervention sur la question de l'institutionnalisation du syndicalisme. Je pense que ce texte et aussi beaucoup d'actions syndicales dans nos entreprises appellent à inverser le travail de politisation de l'activité syndicale. C'est-à-dire comment partir du micro, et nous on est convaincus que c'est une super porte d'entrée justement pour politiser et monter en généralité, comment à partir du quotidien des collègues pour élaborer les revendications, les tracts, on peut analyser la société. Et c'est aussi un appel pour nous syndicalistes à intégrer plus cette pratique qu'on appelle la pratique de la feuille blanche pour recueillir la parole des salariés. Et donc, c'est au lieu de plutôt arriver avec des postures qui sont parfois, pour nous, et c'est pas facile, un peu avant-gardistes, avec des connaissances, etc. Donc, ça, c'est le premier point. Comment on inverse la posture du syndicaliste. Bon. C'est donc vraiment un changement de perspective de l'activité syndicale qui passe par aller recueillir cette parole et essayer de la transformer en action collective, revendication, etc. Ce n'est pas uniquement recueillir les plaintes pour nous, mais c'est aussi, et c'est dit dans le manifeste, comment on arrive à comprendre ce que les salariés font vraiment dans leur travail, toute cette question du travail réel. Et ce n'est pas si évident que ça non plus dans la pratique syndicale.
je cite une partie du manifeste, page 46. Les propositions qui résultent de la construction patiente d'un point de vue commun entre les collègues sur la qualité et leur sens de leur travail et sur les manières de le faire valoir peuvent alors avoir un véritable poids. Alors, c'est intéressant cette question de la patience, ce mot, parce que ça nous interroge comment aujourd'hui, dans nos pratiques syndicales, on réagit face au rouleau compresseur des employeurs et du capitalisme. La rapidité, les flux d'informations, les changements permanents. Comment on fait pour cibler des problématiques avec les salariés, pour les décortiquer, pour prendre le temps de bien comprendre ce qui se joue au travail, pour reconstruire du collectif et obtenir des victoires. Bon, je pose plus de questions qu'autre chose, mais ça, c'est vraiment des questions, je pense, importantes. Ce recueil de la parole des salariés pose également la question de l'articulation avec nos revendications syndicales. Parce que comment on fait quand les expressions des salariés sont en contradiction avec nos valeurs? Ça arrive. Racisme, sexisme ou des revendications comme l'individualisation des salaires ou encore l'augmentation des horaires de travail. Eh bien, c'est tout ce travail justement d'enquête et d'articulation, de revenir sur le terrain, de marche de recueil de la parole pour se mobiliser et les articuler avec nos positions antiracistes, antipatriarcales, anticapitalistes. Et donc c'est là où l'enquête est intéressante dans le sens où c'est un aller-retour entre ce qu'on recueille avec les salariés, ce travail collectif entre militants syndicaux, revenir avec les salariés, essayer de construire quelque chose qui soit vraiment dans nos valeurs et en même temps en lien avec ce que les salariés nous racontent sur leur travail. Un autre point qui mérite, à notre avis, réflexion et qui semble aujourd'hui vraiment incontournable, c'est l'intérêt de cette démarche pour lutter contre l'extrême droite. Donc je cite le manifeste, parce que je trouve que c'est assez parlant, page 52. La question du travail est donc aujourd'hui éminemment politique. L'extrême droite prospère sur le désarroi d'une société où le travail ne fait plus lien. Elle promet de redonner de la dignité aux travailleurs, tout en désignant les boucs émissaires, les migrants, les assistés, les paresseux. Elle détourne vers la haine ce qui relève en réalité d'une dépossession, la perte du sens du travail. Reprendre la main sur le travail, c'est donc une urgence antifasciste. C'est refuser que le mépris et la souffrance au travail se transforment en ressentiment identitaire. Bon, je termine là. À notre sens, ce passage montre l'utilité de s'intéresser en tant que syndicaliste au lien entre la possibilité de s'exprimer sur son travail, de la question de l'autonomie qui pose plein d'autres questions, et de favoriser des espaces de délibération et ce recul avec l'extrême droite. On pense que ça nous donne quand même une prise pour pouvoir agir sur ces questions et c'est vraiment très, très, très important. C'est donc pour nous, à notre avis, essentiel de regagner des prises sur le travail pour avoir des victoires à court terme, mais également de réfléchir à comment sortir du capitalisme. Et cette question aussi nous semble important à nous la poser à partir même de ces démarches d'enquête. Comment on favorise l'auto-organisation et comment on expérimente une perspective d'une société démocratique et autogestionnaire qui, à notre sens, est incompatible avec le capitalisme. Et je termine juste avec une citation de notre cahier revendicatif de Solidaire sur l'autogestion. Donc l'autogestion va au-delà de la simple détermination d'un mode de décision. Elle remet radicalement en cause la spoliation et l'aliénation des travailleurs et travailleuses par le capital et ou l'État en proposant des formes d'appropriation collective des moyens de production et de répartition des richesses créées. Merci. Alors, on a un tout petit peu de temps, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est en quoi le manifeste va changer, vous, votre pratique. N'oubliez pas de vous présenter. Bonjour à tous, merci. Je
Je m'appelle Corentin Gombert, je suis chercheur sur la démocratie au travail en organisation. Comme ça, c'est mieux. Donc j'ai mes notes ici. Je m'interroge en écoutant là aujourd'hui pour la version finale, je ne l'ai pas encore lue, mais sur le sacré mouvement qui permet de passer du micro au sociétal. Et en fait, je pense que l'enjeu n'est pas dans la centralité du travail, mais plutôt dans la centralité des travailleurs et travailleuses. Et en fait, si on explique un responsable politique aussi, aujourd'hui, l'enjeu du délégué au travail réel, il va peut-être entendre QVCT. Alors que les enjeux dont on parle au départ, c'est le fascisme, c'est l'écologie, c'est l'effondrement environnemental. Et en fait, est-ce que le délégué au travail réel, par exemple, va empêcher mon entreprise de outiller des milices fascistes trumpistes comme il se passe aujourd'hui aux États-Unis? Et je pense que le move à faire pour aider à expliquer ce mouvement ou aider à travailler ce mouvement, c'est de débattre pas seulement du pouvoir des travailleurs et travailleuses sur leur propre travail, mais du pouvoir des travailleurs et travailleuses sur tout le reste. Merci. Alain Alfonlaire, je suis ancien responsable CGT au niveau national et j'ai participé avec plein d'autres qui sont ici à toutes les aventures qu'on a pu avoir sur ces questions du travail depuis plus de 20 ans. Donc je suis très content d'être ici, mais je vais d'ailleurs un peu répondre à l'intervenant juste avant moi. Je pense vraiment que cette question, alors ici on est assez convaincus ici, mais que cette question du travail, elle est essentielle parce qu'elle, comme disait Sabine, elle fait découler toutes les autres derrière, les questions écologiques, démocratiques, politiques, de santé publique aussi. Enfin, vous voyez, juste un exemple, il y a quelques mois, on a appris que la consommation de drogue, elle augmentait, notamment chez les cadres parce qu'ils n'en pouvaient plus au boulot, quoi. La réponse hier de Macron, c'est on va serrer les douanes un peu plus fort que d'habitude. Vous voyez, voilà, Donc, moi, je pense que c'est vraiment le sujet, et ça ne fait pas partie du débat public. Enfin, moi, en même temps, j'ai un peu d'expérience. Ça fait 6 ans que je suis à la retraite. Je suis désolé, mais ça ne fait pas partie du débat syndical. Je dis majoritairement, ici, on est convaincus. Ça ne fait pas partie du débat syndical, ça ne fait surtout pas partie du débat politique. Aucun parti politique ne traite cette question, ou alors vraiment à la marge. Et bien sûr, ça ne fait pas partie du débat médiatique. On parle de l'emploi, du salaire, etc., des retraites, et le travail, le contenu du travail, l'organisation du travail. Imaginez une seconde avec ce qui est dit dans le manifeste, que des salariés puissent réfléchir à une autre organisation du travail que celle qui est dans le boulot aujourd'hui, mais c'est... Ah oui, c'est révolutionnaire. Hein, oui, c'est révolutionnaire. Donc moi, je pense que c'est une question essentielle, et moi, je me permets, bon, je vais faire un peu vieux con, hein, à la retraite, hein, mais de dire aux syndicalistes qui sont là, et ceux qui viendront après, ne lâchez pas, quoi. Ne lâchez pas. Parce que c'est essentiel. C'est l'urgence aujourd'hui. Pourquoi je dis ça? Parce que, bien évidemment, en étant à la retraite, je vois des syndicalistes autour de moi. Moi, ce que je vois, c'est des hamsters dans une roue. Les syndicalistes, c'est des hamsters dans une roue. Ils ne s'arrêtent pas de courir. Le problème, c'est que le sens de la roue, ce n'est pas eux qui la décident. C'est d'autres. C'est le pouvoir, c'est les dominants qui décident du sens de la roue. Et on court derrière. Mais l'urgence, c'est de revenir sur la question du travail réel, parce que ça va permettre de traiter toutes les questions. Mais chaque fois que je discute de ça, moi, avec des syndicalistes, on me dit « Ah ouais, mais on a autre chose à faire. » Ben non, justement. Non, on n'a pas autre chose à faire. Donc je pense que c'est vraiment ça l'enjeu, et que ça peut... D'abord parce que ça va permettre de mobiliser les travailleurs,
et qui les amèneront sur d'autres questions, y compris celle du travail. Parce qu'il faut bien que les travailleurs se mobilisent. Simplement vous dire que, et je finirai par ça, ça a été cité, il y a l'exemple du CHU de Nîmes qui est cité dans le manifeste, mais moi je suis de là-bas, ça s'entend peut-être. Bon, mon syndicat, il était à Alès, à côté de Nîmes. Hier, je suis passé dans mon syndicat, il y a les élections à la fin de l'année dans la fonction publique. J'aurais pu avoir un syndicat qui me dise « Oh, mais on s'occupe des élections ». Ils ont décidé de multiplier les enquêtes. Enfin, ce que vous appelez enquête, qui ne s'appelle pas comme ça dans mon syndicat, mais peu importe, ils vont multiplier toute l'année les enquêtes sur la question du travail réel. Parce qu'ils savent que c'est comme ça qu'ils gagneront les élections aussi. Voilà. Merci beaucoup. Juste, madame, il n'y a pas de souci. On a pris la décision d'un commun accord avec nous-mêmes qu'on ne peut pas faire de pause. Donc, si vous voulez aller boire du thé, du café, vous irez chacun votre tour. Et j'en profite, avant de vous donner la parole, vous dire qu'on a des flyers sur cette table-là pour les précommandes du livre, parce que vous avez peut-être tous compris que le manifeste allait être édité chez La Dispute. Donc, il y a des flyers pour les précommandes là. Et sinon, si vous voulez directement commander aujourd'hui, vous pouvez aller voir Alexis. Voilà, il a dit « je ferai coucou ». Donc, il fait coucou. Donc, madame et après, monsieur là-bas. Oui, bien sûr. Je m'appelle Nicolas Lix et je suis très contente de vous écouter. En fait, j'ai une question extrême. J'ai travaillé longtemps dans ce qui est désormais convenu d'appeler l'économie sociale et solidaire, mais peu importe. Ma question est une question de curiosité. Parce que je vous ai entendu, madame, qui êtes tout au bout là avec votre... Oui. Dire que les universitaires n'avaient pas le sentiment d'être salariés. J'aimerais beaucoup vous entendre sur le sujet. Est-ce qu'ils ont l'impression d'être des travailleurs? Et comment fait-on pour enquêter sur quelque chose qui est un peu extérieur? Enfin voilà. En tout cas, pourquoi les universitaires ne se sentent-ils pas salariés? Ça m'intéresse. Oui, bon, je le disais un petit peu pour rire, mais pas que, en fait. C'est un constat qu'on peut avoir au jour le jour quand on est à l'université. Quand on dit, tiens, il se passe des choses terribles, réforme travail 2016, réforme retraite, etc. etc. On est tous en train de se dire, oui, c'est vraiment très, très essentiel. Mais je vais profiter de la manif ou de la journée de grève pour boucler le dernier article, pour discuter du prochain colloque, etc. etc. L'idée, c'est qu'il y a un peu du mal. Il y a un peu du mal à considérer que ce qu'on fait, c'est du travail. Il y a une espèce de mise à distance. Voilà. Et je crois qu'on a tort parce qu'il y a beaucoup d'enquêtes qui sont menées notamment par les syndicats, parce que quand même il y en a un petit peu à l'université, et en particulier dans ce qui était les enquêtes syndicales CHSCT, qui montraient la souffrance absolument phénoménale de tous ces salariés qui ne se vivent pas comme tels, et qui sont dans le surtravail, l'intensification, qui passent leur temps à gémir sur on n'arrive plus à bosser. Alors là, le thème qui nous agite en ce moment, c'est l'IA, qu'allons-nous faire, comment faisons-nous, comment on se torture avec ça, et pas que, et au fait qu'on n'a pas de recrutement, on n'a rien. Donc oui, je trouve ça très compliqué. En même temps, je crois que c'est ce genre de lieu, bon, les ateliers travail démocratie et plus largement tout ce qui peut se faire. On est interpellé aussi par les syndicats, on est interpellé pour essayer de réfléchir avec. Voilà. Mais je trouve que c'est un problème, je suis bien d'accord. Bonjour Thomas, solidaire informatique, syndicaliste donc, dans les métiers de l'informatique. Je voudrais revenir sur une parole qui a été prise sur l'autonomie, comme un rêve au boulot d'être plutôt autonome. Nous, on est trop autonome. Enfin, le problème, il est plus là. Moi, mon besoin, c'est d'avoir du collectif. Typiquement, là, concrètement, dans ma boîte, je suis avec un collègue avec qui je bosse depuis 3 mois, j'ai jamais vu sa tête. Il est hyper autonome, hein, il fait ses trucs dans son coin, chacun fait des trucs dans son coin, mais mon sentiment, c'est que ça génère une solitude profonde, un ennui et un manque de collectif qui est très fort.
Et j'irai même plus loin, j'ai envie de faire du collectif avec le management. Alors je sais que ça va piquer quand je dis ça, mais quand on a des managers qui nous envoient un mail tous les 3 mois et qui nous disent il y a un problème dans le tableur Excel parce qu'il y a un truc qui a été fait comme ça, et qu'en fait on n'a pas de moment où on peut lui parler, on peut pas dire s'opposer, bah en fait moi j'ai envie que le manager il soit là, à qui on puisse parler, rendre des comptes et faire qu'il y a vraiment un travail réel, et que les choix qu'il a pris un jour X ou Y, on puisse lui répondre à ses choix pour vraiment travailler du travail réel. Et donc voilà, moi je m'interroge sur cette notion d'autonomie au travail qui fait rêver tant de gens. Moi j'ai envie de collectif. Voilà. Ça c'est le premier point. Deuxième point, je donne mon autre truc. C'est vrai que les politiques s'intéressent pas du tout à la question de la citoyenneté dans l'entreprise. Je vous dis aussi, je suis France Insoumise, et on a un petit livret qui s'appelle Pour la citoyenneté dans l'entreprise, où il y a un chapitre, je l'ai là, pour de nouvelles entreprises, la démocratie au travail. Voilà, c'est pas suffisant, clairement. Hein. Les politiques s'intéressent pas assez à la question du travail, de comment on vit au travail. Mais bon, voilà, l'AFI a écrit un petit truc. Si ça vous intéresse, vous pouvez toujours le lire. Alors, je crois que ça fait des émulations. Il y a votre voisine, et puis vous m'avez dit il y avait quelqu'un d'autre. Ah, il y avait un monsieur aussi. Après, Juste pour info, alors on va continuer de faire passer un peu la parole, pardon. Mais de toute façon, la table ronde suivante sera avec des intervenants différents, mais avec les mêmes questions, et donc la salle pourra à nouveau prendre la parole. Oui. Bonjour, Anne-Claire Pignal. Je suis médiatrice après 20 ans dans l'économie sociale et solidaire. Et ce qui m'a le plus interpellée en échangeant déjà en amont dans l'élaboration du texte, c'est la place du dialogue. On parle beaucoup d'enquête comme levier, effectivement, pour pouvoir faire émerger ce qu'il y a derrière le travail réel, son écart avec le travail prescrit, etc. Mais on parle peu de la manière dont on peut le mettre en discussion entre les personnes, qu'elles soient des pairs dans leurs mêmes conditions de travail, ou qu'elles soient effectivement différentes, complémentaires, ou même en situation de hiérarchie. Et ces conflits d'affect, ces conflits de valeurs sur ce qui est important derrière le travail, moi c'est ce qui me semble le plus important aujourd'hui à outiller et à travailler, que ce soit dans des espaces restreints ou des espaces plus collectifs, et ça fait corps à mon sens avec l'enjeu de démocratisation qui dépasse plus largement le travail. Ceux qui veulent poser des questions sont obligés de rester, donc ça c'est chouette, on va avoir du public jusqu'au bout. Merci beaucoup.